Quelques mois plus tard, en juin 1969, Kenneth Kaunda, président de Zambie, est en visite en Guinée. Nkrumah, réfugié en Guinée, est invité par Sékou Touré pour l'accueil. Les trois présidents sont dans la voiture présidentielle et saluent la population. Devant, un diplomate guinéen qui parle très bien anglais sert d'interprète entre Sékou Touré et les deux présidents anglophones. Arrivé à côté du cinéma Fox, la foule est dense. Soudain, un jeune homme surgit et se jette sur le président. Le renverse, s'assied sur lui et commence à l'insulter à langue malinké. Sékou Touré à terre, humilié devant ses invités, donne l'ordre à Guicha, le chef de la sécurité présidentielle, de tirer sur lui. Guicha exécute l'ordre et l'homme meurt. Son nom est Tidiane Keita. Selon certains historiens guinéens, le même soir, le corps de Tidiane est transporté à la présidence pour des sacrifices humains. Suite à cet incident, de nombreuses personnes sont accusées d'avoir commandité l'agression de Tidiane. Elles sont arrêtées et exécutées. D'autres sont accusées de complicité sans aucune preuve. Des innocents sont incarcérés et exécutés. Même l'interprète est arrêté. Sékou Touré installe un régime de terreur dans le pays. De nombreux intellectuels commencent alors à fuir la Guinée. Les opposants guinéens à leur exil en France disent cependant que tous les complots ou alors certains complots que Sékou Touré dénonce ne sont que fictifs. Il les met lui-même sur pied pour se débarrasser de l'élite guinéenne qui pourrait un jour lui arracher le pouvoir. Il cite entre autres le complot dit des enseignants qui ne réclamaient qu'une hausse de salaire qui leur avait pourtant été promis. En Guinée, la voix de la révolution, la radio nationale, défend cependant la véracité des complots visant à éliminer Sékou Touré. Au milieu de cette querelle médiatique, un événement va venir secouer la Guinée, l'opération Mer Verte. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 1970, environ 200 opposants guinéens armés portant des uniformes similaires à ceux de l'armée guinéenne et dirigés par des officiers portugais ainsi que 220 soldats portugais envahissent plusieurs positions autour de Conakry. Les soldats débarquent de 4 navires non marqués. Ils tirent sur tout ce qui bouge et détruisent 5 navires de ravitaillement du PAIGC. Certains soldats débarquent près de la résidence secondaire du président Sékou Touré qu'ils incendient intensément. D'autres envahisseurs se concentrent alors sur la destruction de la maison de Almika Cabral qui se trouve alors à ce moment en Europe. D'autres soldats prennent d'assaut les camps de prisonniers politiques et libèrent plusieurs détenus, y compris des soldats et des aviateurs portugais retenus au camp Boiro. Ces prisonniers ont été capturés par les forces de Almika Cabral et remis aux Guinéens pour être gardés en sécurité. Certains sont détenus depuis plus de 7 ans. La principale force d'attaque atteint l'aéroport, mais l'ignore et attaque aussi ce qu'elle pense apparemment être la station de radio, ignorant que son utilisation a été interrompue lorsqu'elle a été remplacée plus tôt par une nouvelle station. D'autres soldats prennent le contrôle de la principale centrale électrique de la ville. Les milices guinéennes de Sékou Touré combattent les envahisseurs avec peu de succès. À ce moment-là, le président se trouve au palais présidentiel. N'ayant pas trouvé Sékou Touré et Almika Cabral, les Portugais se retirent avec leurs prisonniers libérés sur leur navire, laissant la tâche de renverser le gouvernement guinéen aux 200 opposants guinéens armés restés sur place. Soudain, sur les ondes de la radio, la voix de Sékou Touré retentit. Il demande au peuple de sortir, d'être patriote et de combattre l'ennemi. Les affrontements font plus de 500 morts. Les putschistes sont neutralisés et conduits au camp Boiro. Par la suite, Sékou Touré adresse une plainte officielle à l'ONU et le 8 décembre 1970, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 290 condamnant le Portugal pour son invasion de la Guinée et l'enjoignant de respecter les principes d'autodétermination et d'indépendance concernant la Guinée. 3 jours plus tard, le 11 décembre 1970, l'Organisation de l'Unité africaine OUA adopte unanimement une résolution condamnant l'invasion. Suite à cette attaque, l'Algérie et le Nigeria offrent leur aide à la Guinée, tandis que l'Union soviétique envoie des navires de guerre dans la région pour dissuader toute nouvelle intervention militaire contre le régime de Sékou Touré et les bases de Almika Cabral. Le gouvernement portugais adresse alors officieusement des excuses à la Guinée et Sékou Touré répond en disant, je cite, la seule excuse que vous pouvez présenter est de donner l'indépendance immédiate à la Mozambique, le Cap-Vert, l'Angola et l'actuelle Guinée-Bissau. Il ne s'agit pas de nouveaux complots. Il s'agit de la continuation du même et seul complot. Celui-là qui s'inscrit dans la contradiction devenue fondamentale entre les options socialistes faites par le peuple de Guinée et les prétentions illégales de certaines puissances qui voudraient encore maintenir la Guinée, malgré sa volonté, dans un carcan d'exploitation favorable à leurs intérêts particuliers. La dernière fois, nous savons qu'il y avait notamment l'Allemagne fédérale, le Portugal, la France, deux pays africains, pour ne pas les citer, aidés par la 5e colonne impérialiste organisée en Guinée, qui était à la base de l'agression du 22 novembre. Les mêmes forces coalisées contre l'indépendance guinéenne n'ont pas tiré les leçons de leur forfaiture
et continue encore le long de nos frontières des préparatifs. Et ainsi, les complots que nous avons connus ont été fomentés grâce à l'appui des puissances impérialistes, mais avec la complicité des nôtres. C'est ce qui me fait souvent dire, et tel que dans le discours du 1er mai dernier, et les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son dessein, à savoir dominer le continent africain.